Bonjour à tous, bonjour Monsieur l'abbé, bonjour Pivoine, bienvenue à Quincy-en-Beaujolais. Vous avez ici le Mont Brouilly. Nous allons aujourd'hui vous présenter deux épisodes. Le premier sur la taille des vignes et le deuxième sur le fournil de Morgon. La taille, c'est normalement, si on taille pas la vigne, après ça pousse partout et ça c'est un portor. On appelle ça un portor. Alors normalement, on laisse 2 yeux. Et c'est là-dessus que le sarment va repousser. Le bourgeon. Ça, là, c'est là-dessus que ça repousse. Alors tout ce qui pousse autrement, on appelle ça curer. Pas en soutane, mais... J'avais 12 ans quand j'ai commencé à tailler. J'en ai 82. Alors ça fait déjà un moment. En 56, il y a eu la gelée d'hiver. On a eu moins 22. Et ça a duré tout le mois. Ça a commencé le 1er février. Jusqu'au 28. Et là, il y a un morceau, ça n'avait jamais repoussé. C'était prêt à pousser. Et dans les bois, on entendait les arbres. Ça faisait comme des coups de fusil, les arbres qui éclataient par le froid. C'était le 30 janvier, on taillait en chemise. On n'avait jamais eu froid l'hiver. On disait l'hiver est fini. Ah bon Dieu. Puis après, en 63, au mois de janvier, ça a commencé le 7 janvier, on avait abattu le bois sur l'étang. Tout le bois qui est autour de l'étang, on avait tout abattu sur la glace. Et il y avait 30 cm de glace. On traversait carrément l'étang, à pied. Ouais. Alors on dit le froid tue la vermine. En 57, il y a eu des vers comme pas possible. Et en 57, c'est les vers qui ont mangé. Quand vous taillez, vous commencez à quelle heure? Moi, quand j'étais jeune, j'attendais le jour à la vigne, mais on a inversé les rôles. Maintenant, c'est le jour qui m'attend. Chacun son tour. Ah non, quand il fait jour, quand j'étais jeune, au jour, on était à la vigne. Vous prenez votre petit déjeuner. Puis jusqu'à la nuit. Donc ça fait des belles journées. Ah mais oui, à cette époque, ça va encore. Mais quand ça arrive au mois de mars, quand les jours rallongent, chantons le bon vin de nos coteaux, dans nos corves bientôt s'empliront les tonneaux. Nous boirons à notre aise, chantons l'automne qui s'avance, tirons sur la barre des pressoirs, chantons l'amour de ce coin du terroir de notre France. Moi, j'étais avocate jusqu'à 2012. Et après,
j'ai décidé de prendre un sabbatique. Moi, j'étais au Brésil à l'époque. Moi, je suis brésilienne. Tu viens de quel endroit au Brésil? À Rio. J'ai beaucoup voyagé comme avocate. Donc, j'ai déménagé à Paris. J'ai fait mes écoles de cuisine à Paris. Après, je me déménagé en Australie. J'ai resté 5 ans en Australie. Et là, toujours dans la restauration. Et j'ai travaillé dans un restaurant à Sydney qui c'était autour du four à bois. Et voilà. Et là, j'arrive au Beaujolais. J'ai fait un peu de restauration l'année dernière. Et après, j'ai dit, bah, je fais du pain. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà, un an. C'est un marathon. Exactement. Et aujourd'hui, ça va encore, mais oui, c'est un marathon. C'est physique. Mais je sais pas, c'est la passion, c'est... On est un peu bête, non? Mais bon. Et bien voilà, vous avez découvert avec nous comment on taille les vignes dans notre belle région du Beaujolais. Quel courage en effet pour affronter le froid par tous les temps et dès le lever du jour, hein, comme nous l'avons entendu. Oui, effectivement, c'est toujours très touchant quand on circule en voiture de voir au milieu des vignes, à gauche, à droite, un petit feu, des personnes qui taillent en silence et qui approfondissent leur relation à la vigne, leur relation au pays. Et ce qui est très touchant aussi pour un prêtre et pour des catholiques, c'est le rapport à l'Eucharistie, puisque la vigne, ce sont les sarments qui sont coupés, taillés, et que Jésus a utilisé forcément comme exemple de vie chrétienne, où nous avons besoin aussi de nous dépouiller, d'être purifiés, d'être émondés, dit l'Évangile même. Et ça, c'est vrai que c'est touchant de voir ces passages de la Bible, de l'Évangile, et en même temps des gens qui le pratiquent, et qui du coup, on le voit lors des funérailles, des contacts avec les vignerons, eh bien, il y a une certaine sagesse intérieure, on dirait des taiseux, mais des gens qui du coup méditent intérieurement sur leur amour du pays et le sens du travail bien fait. Et puis c'est vrai que pour le fournil, il y a aussi un rapport biblique du pain, avec le blé qui est broyé, la farine qui lève grâce à la levure, et puis à ce boulanger qui est veilleur, qui se lève avant tout le monde, et qui va apporter son pain à toute une population, qui va arriver comme le viticulteur sur les tables pour des moments conviviaux et qui du coup vient au cœur de la famille discrètement, humblement. Voilà, comme Jésus avec l'Eucharistie qui vient au cœur de chaque village, de chaque clocher. Et maintenant la rubrique Histoire, une histoire bien étonnante que vous allez découvrir sur Beaujeu, sur un successeur peut-être au trône de France, inattendu. Écoutez plutôt. Alors le plus légitime des prétendants au trône de France serait-il descendant des sires de Beaujeu? Ce n'est pas une plaisanterie, c'est une véritable énigme. En réalité, il serait, s'il est effectivement avéré qu'il y a une descendance via Pierre de Beaujeu et Anne de Beaujeu, une descendance à la couronne de France, le prétendant serait actuellement Balthazar IV de Bourbon, qui habite en Inde, d'une histoire fascinante. En fait, il y a en Inde une famille Bourbon
qui a été Raja, qui était une famille princière très importante. À l'époque de la cour d'Akbar est arrivé un jeune homme, un certain Jean de Bourbon, qui serait en fait le fils légitime du connétable de Bourbon, le fameux traître à François Ier, mais une fille mort-née, donc sans descendance finalement pour le connétable. En réalité, il semblerait que le connétable ait eu un fils vivant, et pour les soustraire au roi, qui n'était pas si glorieux que ça, eh bien il l'aurait envoyé chez les Mantoux, être élevé. Et à partir de là, on trouve effectivement les traces de celui qui va devenir ce fameux Jean-Philippe Raja en Inde. Alors, ce qui manque dans l'histoire, c'est est-ce que effectivement ce jeune homme élevé dans la principauté de Mantoue par des proches du duc de Bourbon, dont la date de naissance coïncide avec la fille mort-née du duc de Bourbon, ce qui nous manque, c'est le lien. Est-ce effectivement lui? Mais si c'est vrai, si c'est effectivement vrai, alors réellement, toute la descendance des rois de France, depuis Henri IV compris, serait illégitime. Et le plus légitime serait donc ce fils du connétable de Bourbon, ce petit-fils du sire de Beaujeu, et donc par lequel descend aujourd'hui Balthazar IV de Bourbon, actuellement chef de famille en Inde. Une histoire bien étonnante. Voilà le Mont Brouilly. Eh bien, imaginez-le avec des éoliennes. Personne ne souhaite ça. Eh bien, nous pouvons remercier certaines personnes de l'autre côté de la Saône qui, comme vous allez le voir, se battent pour que ce Mont Brouilly, comme d'autres beaux lieux du Beaujolais, ne soit pas couvert d'éoliennes. Voici maintenant l'interview des chaises vertes. Alors, bienvenue à l'interview des chaises vertes. Aujourd'hui, nous sommes à Genouilleux, nous sommes de l'autre côté de la Saône, avec Monsieur Dautelan et Henri Durand, qui ont monté une association qui vise à protéger le patrimoine du Val-de-Saône. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement votre association? C'est une association qui est jeune, puisqu'elle a été créée au milieu de cette année. Et puis, elle est venue à la suite d'un projet d'implantation d'éoliennes. Elle vise à empêcher l'installation d'éoliennes. Voilà. Parce que vous avez été contacté pour installer sur vos terrains. Donc sur Genouilleux et ailleurs aussi? Ah ben oui, 9 communes sont concernées alors. D'accord. Où en êtes-vous justement? Jusqu'à présent, on a pu juguler sur place les implantations, c'est-à-dire qu'on a pris contact avec tous les propriétaires et les exploitants, qui déjà spontanément s'étaient réunis, et puis aujourd'hui il semblerait qu'aucun soit décidé pour en prendre une chez lui. Vous avez été également sollicité? Alors, moi je suis un des propriétaires fonciers, je ne suis pas exploitant agricole, mais effectivement sur le territoire de Monceau, Guérin, Genouilleux, un certain nombre d'agriculteurs ont été contactés, propriétaires fonciers aussi. Et, on s'est réunis avec Henri Durand, qui est donc notre président, et après des échanges, après des discussions, tous ceux qui ont été contactés se sont prononcés en défaveur du projet d'installation éolienne, pour plein de raisons qu'on peut éventuellement évoquer plus tard, mais nous on veut protéger notre territoire, on veut que ça reste un territoire agricole, on veut que ça reste un territoire naturel, on ne veut pas le polluer avec une production industrielle. Et comme l'a dit Henri à l'instant, le vent est faible, relativement faible, il est de toute façon intermittent et le projet n'est pas rentable. Et le risque pour un projet qui n'est pas rentable, c'est que le promoteur s'en débarrasse un jour ou l'autre. Et on ne veut pas que nos agriculteurs, nos propriétaires fonciers se retrouvent avec des éoliennes à démanteler, sachant que le coût de démantèlement de l'éolienne est très important. Ça peut aller jusqu'à 500 000, 600 000 euros par éolienne. Donc vous voyez que l'attrait du gain existe, mais le risque est immense. Bon, il semblerait comme ça, quand on vous écoute, que ce soit une écologie assez peu durable. Ouais. En fait, ça peut paraître... On est assez naturellement en faveur des énergies renouvelables, nous tous, les Français et beaucoup d'autres. Mais
quand on regarde dans le détail, ces énergies intermittentes sont peu rentables, sont très consommatrices d'espace rural. Et nous, ici, on n'en veut pas. On n'en veut pas non plus pour le Beaujolais. On n'en veut pas pour notre plaine et le plateau du Val-de-Saône, auquel on est très attaché. On n'en veut pas pour nos campagnes, on n'en veut pas pour les gens qui se sont installés avec des pavillons dans nos villages. La très grande majorité, voire l'intégralité des élus de nos villages sont défavorables à ce projet. Ils sont avec nous. Donc aujourd'hui, on a gagné, je pense, la première bataille. C'est les premiers promoteurs qui ont montré un intérêt pour les éoliennes, je pense, se retirent. On va rester vigilants. Notre association est là pour durer. Donc aujourd'hui, vous invitez aussi les habitants à adhérer à votre association. Oui, ils l'ont fait déjà. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on ne dit pas c'est super, on a gagné, c'est terminé. Non. Ah non, 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 on va continuer. On va continuer. On va continuer très longtemps. Probablement que ce sont nos enfants qui seront à la tête de l'association dans 10, 15 ou 20 ans. On veut protéger notre territoire. On a un outil formidable. On est soutenu par les élus, par les conseils municipaux, par la population en général, pour défendre notre projet. Et j'invite les promoteurs d'éoliennes à s'intéresser à d'autres territoires que le nôtre, parce qu'avec nous, ça ne va pas marcher. On ne va pas le faire. On n'en veut pas. Bien, en tout cas, on était ravis de pouvoir vous donner la parole. Inviter aussi toutes les personnes qui nous regardent à adhérer à l'association. Donc alors, il y a un site qui est inscrit sur vos écrans, que vous pouvez aller visiter. La devise de l'émission, c'est l'ancienne devise des Seigneurs de Beaujeu, fort, fort. On réalise au fur et à mesure où on fait ces émissions qu'ensemble on est plus fort. Et pas que dans le Beaujolais, c'est-à-dire dans le Beaujolais et ceux qui sont autour de nous, ce qui est une véritable interdépendance. Donc ravi de pouvoir réaliser qu'avec la plaine Val-de-Saône, on puisse être ensemble plus fort, fort. Bien, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Très belle interview qui nous montre qu'encore aujourd'hui, et ça fait chaud au cœur, les gens ont encore dans leur cœur l'importance du patrimoine, de ce qu'ils doivent transmettre à leurs enfants. C'est vrai. On pourrait presque dire qu'à vouloir défendre des éoliennes, on pourrait être dans le vent. Mais justement, être dans le vent, dans la mode, dans l'instant présent, est-ce qu'il ne faut pas regarder bien plus longtemps dans le temps pour se dire quelle empreinte je laisse dans ce territoire, les paysages, les montagnes, les clochers, les maisons qui durent dans le temps et qui permettent aux gens justement de s'identifier à une région aussi, comme on identifie un regard, un visage, une histoire. Voilà, c'est tout le problème de ces éoliennes, combien de temps elles vont durer, qu'est-ce que cela apporte réellement et est-ce qu'il faut que ce monde soit forcément utilitaire et rentable? C'est une des questions de notre siècle quand même. Oui, parce que l'argent passe, mais la famille, le patrimoine ne passent pas. Exactement. Est-ce que d'ailleurs dans 20 ou 30 ans, on n'aura pas trouvé d'autres économies d'énergie, d'autres productions d'énergie qui feront que ces éoliennes elles-mêmes paraîtront un élément du passé archaïque et même peut-être scandaleux finalement. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission de Pour que vive le Beaujolais. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Et sachez que désormais, vous pouvez nous suivre sur le site pqvlb.fr. Et à la suite des Seigneurs de Beaujeu, fort, fort, fort.